Jamais je n'aurais cru vivre assez longtemps pour me faire humilier de la sorte, devant une salle pleine de notables, et repartir avec l'unique chose qui pouvait mettre à genoux le tout nouvel empire de ma femme. Le hall en marbre du palais de justice de Lyon était si froid que le gel semblait mordre à travers mon manteau. L'air sentait la laine mouillée et le vieux papier. Quelque part derrière moi, un portique de sécurité bipa et un agent lança un « Au suivant !» blasé, comme s'il l'avait déjà répété 1000 fois ce matin-là. Je restais là, les mains dans les poches, sentant mon propre pouls battre au bout de mes doigts. De l'autre côté du hall, celle qui était encore ma femme pour quelques heures, Diane Tellier, essayait de garder contenance. 48 ans, belle, d'une beauté nette et sophistiquée, les cheveux relevés en un chignon impeccable, comme si elle s'apprêtait à plaider devant la cour de cassation plutôt que dans une simple salle d'audience du tribunal de Lyon. Le claquement de ses talons sur le sol était rapide, nerveux. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la chemise cartonnée qu'elle serrait contre sa poitrine, comme si ce dossier pouvait la sauver. Quand ses yeux se posèrent sur moi, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement et elle se figea. Pas parce que je lui manquais, parce qu'elle savait exactement pourquoi j'étais là. La jeune femme assise à côté d'elle, une avocate avec une queue de cheval haute et un sourire professionnel, se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais Diane ne l'entendit pas. Son regard resta ancré dans le mien, comme si j'étais une tempête dont elle avait obstinément nié l'arrivée. Un journaliste se tenait près du mur avec un calepin. 2 avocats du coin tournaient en rond, tels des vautours qui auraient senti l'odeur du sang. Une femme que je croisais parfois à la paroisse resserra son foulard et fixa le sol. Puis, la porte de la salle d'audience B s'ouvrit et le greffier annonça d'une voix monocorde « Affaire Tellier contre Tellier et enquête sur le comte Carpa. Enquête sur le comte Carpa. » Ces mots tombèrent comme une pelletée de terre sur un cercueil. Les lèvres de Diane devinrent blêmes. Sa main trembla en réajustant sa chemise cartonnée. Elle se retourna une dernière fois vers moi et pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose de brut dans ses yeux. La peur. Pas le genre de peur qu'on affiche pour la galerie. Celle qui s'installe quand les applaudissements cessent et que la vérité commence à parler. Et tandis qu'elle s'avançait, je me suis souvenu du moment précis où elle avait décidé que je n'étais qu'une blague. Ce n'était pas ici. C'était le soir de l'inauguration de son cabinet d'avocat, le rêve de sa vie, où elle m'avait utilisé comme un accessoire. C'est ce passage-là qu'il faut comprendre, parce que je ne suis pas venu au tribunal pour hurler, ni pour supplier, ni pour la reconquérir. Je suis venu parce qu'elle m'avait tendu une enveloppe devant tout le monde, avec un sourire de reine, en m'annonçant que la première mission de son tout nouveau cabinet était de divorcer de moi. Alors j'ai signé, et je suis parti. Et j'ai laissé les papiers faire ce que les papiers font le mieux. Cette fameuse soirée avait commencé comme toutes les grandes réceptions de province. Petit four hors de prix, nuages de parfums entêtants et invités qui faisaient semblant de ne pas regarder la montre des autres. C'était fin octobre, le genre de soirée lyonnaise où le vent est glacial, mais où les gens refusent encore de porter des gants parce que l'hiver n'est pas officiellement là. J'avais garé mon break Peugeot 3 rues plus loin, car Diane avait insisté pour que le parking des quais soit réservé aux clients et à la presse, comme si nous étions des célébrités. J'ai marqué une pause devant la salle de réception, lissant ma veste comme mon père le faisait avant la messe. Veste bleu marine, chemise blanche, une cravate que j'avais depuis le mariage de ma nièce. Elle m'allait toujours. Je prenais soin de mes affaires. Dans ma main gauche, je tenais un petit sac cadeau, rien d'extravagant, un porte-document en cuir, le genre qu'on achète dans une vraie boutique, pas sur Internet. Je pensais que ça lui plairait. Diane aimait tout ce qui avait l'air cher. Je suis fier de toi. Voilà ce que j'avais prévu de lui dire. Quelque chose de simple, de solide, à mon image. J'ai 56 ans. Je suis né et j'ai grandi près de Villefranche-sur-Saône. J'ai passé 30 ans dans le financement et le crédit aux entreprises. Je ne suis pas du genre à frimer, mais je connais les chiffres. Je connais les contrats. Et je sais comment maintenir un toit au-dessus d'une famille. Pendant 17 ans, cette famille, c'était Diane. Je suis entré, et la chaleur m'a frappé au visage. Une odeur de bougies épicées, de petits fours au bacon, et un parfum si fort qu'il me piquait les yeux. La salle était comble, hommes en costume, femmes en robe, des rires qui flottaient jusqu'au plafond. Au début, j'ai senti une vague de fierté, puis j'ai remarqué les regards en coin. C'était subtil au début, un hochement de tête, une main devant une bouche, un coup d'œil rapide vers moi, puis un détournement du regard,
comme si j'étais entré avec du papier toilette collé à ma chaussure. J'ai avancé, cherchant Diane des yeux. Et c'est là que je l'ai entendue, la voix d'un homme, assez forte pour qu'il se fiche d'être entendu. « Tiens, regarde, le mari paumé est là. » Le mot « paumé » a résonné dans la pièce comme un plat qui se brise. D'autres rires ont suivi, des rires pincés, méchants. Ma poitrine est devenue brûlante, mes oreilles bourdonnaient. Je suis resté planté là, tenant mon sac cadeau comme un idiot, à regarder les gens. Des personnes que Diane m'avait présentées comme des « amis » ricanaient, comme si j'étais le clou du spectacle. Puis Diane s'est retournée. Elle m'a vu, et son sourire s'est élargi, comme si elle avait attendu ce moment. Elle a marché droit sur moi, ses talons claquant sur le parquet ciré, et m'a tendu une épaisse enveloppe blanche. « Rémi, dit-elle, la voix mielleuse, soyons adultes. » Je fixai l'enveloppe. Mon nom était tapé dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, même si mon instinct connaissait déjà la réponse. Elle s'est penchée, juste assez près pour que moi seul puisse l'entendre. La première mission de mon cabinet, c'est notre divorce. Je ne me souviens pas du trajet du retour. Je sais que ça paraît étrange, mais c'est la vérité. Je me souviens m'être arrêté à un feu rouge sur l'avenue Jean Jaurès. Je me souviens que la radio parlait du cours des céréales et des résultats du match de l'OL. Je me souviens de mes mains sur le volant, les jointures si blanches qu'elles semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Mais je ne me souviens pas du chemin. Ce dont je me souviens, c'est du son qu'a fait la porte d'entrée en se refermant derrière moi. Un clic doux, familier. Le son d'une maison qui pensait encore abriter un homme marié. Je suis resté un long moment dans l'entrée, sans allumer les lumières. La maison sentait le bois ancien, le marc de café et le nettoyant au citron que Diane utilisait, même s'il me faisait toujours éternuer. Ma veste a glissé de mes épaules pour atterrir sur la chaise près de la porte. La même chaise depuis des années. Rien n'était cassé, rien n'était en feu, et pourtant tout semblait décousu. Je suis allé dans la cuisine et je me suis servi un verre d'eau du robinet. Les tuyaux ont gémi comme ils l'avaient toujours fait, tel un vieil homme qui s'éclaircit la gorge. J'ai bu une gorgée, puis une autre. Mes mains étaient stables maintenant, ce qui m'a surpris. Je me suis assis à la table où nous avions dîné des milliers de fois. Moi, au bout, Diane en face, me parlant des affaires qu'elle espérait un jour décrocher. À l'époque où ce cabinet n'était qu'un rêve au milieu d'une pile de manuels. C'est là que les souvenirs ont commencé à affluer. Pas les bons, les souvenirs pratiques. Je me suis souvenu de la première fois que Diane avait parlé sérieusement de faire des études de droit. Elle avait 41 ans. La plupart de nos proches pensaient que ce n'était qu'un caprice. Pas moi. Je croyais au travail. Je croyais aux secondes chances. « Je m'occupe de l'argent », lui avais-je dit. « Toi, tu t'occupes de travailler. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai payé les frais d'inscription, la prépa pour l'examen du barreau, le loyer quand elle a réduit son temps de travail pour étudier. Je me suis porté garant pour ses prêts étudiants, parce que son dossier de crédit était fragile et que le mien était impeccable. Quand elle a raté l'examen la première fois, elle a pleuré dans cette même cuisine, la tête sur mon épaule. Je me souviens lui avoir caressé le dos en disant « Ce ne sont que des papiers, dit. Tu es toujours toi. C'est drôle, les papiers. » Je me suis levé et j'ai ouvert le tiroir à dossiers dans le couloir, celui que Diane ne touchait jamais. À l'intérieur, des chemises soigneusement étiquetées de mon écriture. Impôts, assurance, placement. Et puis il était là, le dossier de son cabinet. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté là, debout, à sentir le poids du dossier. Pas lourd en kilos, lourd de sens. Je m'étais toujours occupé des chiffres, discrètement. Diane aimait les projecteurs. Moi, je préférais les registres. Ça a fonctionné pendant longtemps. J'ai ouvert la chemise. Bail du bureau, financement du matériel, ligne de crédit professionnelle, assurance responsabilité civile, accord de capital de démarrage. Et ma signature. Pas une fois, des dizaines de fois. Garantie personnelle. C'est l'expression qui revenait sans cesse. Garantie personnelle. Je me suis rassis et j'ai expiré lentement. Mon cœur ne s'emballait pas. Ça m'a fait plus peur que s'il avait battu la chamade. Mon téléphone a vibré sur la table. Diane. Je n'ai pas répondu. Il a vibré encore et encore. J'ai retourné le téléphone et j'ai fixé les veines du bois de la table. Il y avait une petite marque de brûlure près du bord, laissée un jour où j'avais posé une casserole chaude trop vite. Diane avait crié. J'avais haussé les épaules. « Ça lui donne du caractère », avais-je dit. 17 ans de caractère. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mon frère, un ami.
Au lieu de ça, j'ai pris le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur depuis 20 ans. Marion à l'appareil, fit la voix à l'autre bout du fil, calme, familière. Marion, c'est Rémi Tellier. Tiens donc, dit-elle, ça fait un bail, tout va bien? J'ai hésité une demi-seconde. Non, ai-je dit, mais ça va aller. Il y eut une pause, puis elle a dit « D'accord, de quoi as-tu besoin ?» Je lui ai expliqué la situation simplement, sans drame, sans insulte, juste les faits. La demande de divorce, les liens professionnels, mon nom sur les garanties. Marion a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est éclaircie la voix. « Rémi, tu n'es pas piégé, dit-elle. Tu ne l'as jamais été. Certaines de ces garanties peuvent être révoquées pour l'avenir. D'autres, eh bien, ça dépend des délais et des notifications. » « Est-ce que j'enfreins la loi ?» ai-je demandé. « Non, dit-elle, tu exerces tes droits. » Cette phrase a apaisé quelque chose dans ma poitrine. Nous avons tout passé en revue, ligne par ligne. Ce qui pouvait être arrêté, ce qui devait être dénoué avec précaution. Ce qui exigeait une notification écrite. Quand nous avons raccroché, il était presque minuit. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le ventilateur de plafond. Il faisait un léger tic-tac en ralentissant, comme une horloge qu'on remonte. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal cette fois. « Rémi », c'était la voix de Diane, contrôlée. « On n'est pas obligé de faire ça salement. Signe les papiers sans faire d'histoire. Ne me mets pas dans l'embarras. On en reparlera demain. Ne me mets pas dans l'embarras. » J'ai ri à ce moment-là. Pas fort, juste un souffle court qui est sorti de travers. Je suis allé dans le salon et je me suis assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui que Diane voulait remplacer parce qu'il faisait démodé. Il a grincé quand je me suis penché en arrière, une plainte chaude et familière. J'ai regardé la pièce, les photos encadrées, la bibliothèque, la lampe à l'abat-jour de travers, et j'ai compris quelque chose à cet instant. Elle pensait que j'allais me battre avec des émotions. Elle n'avait aucune idée que j'allais lui répondre avec du papier. Le jour s'est levé, gris et fin, comme s'il hésitait à se montrer. Je me suis réveillé avant le réveil, fixant le plafond, écoutant la chaudière se mettre en route. La maison semblait plus grande sans la respiration de Diane à côté de moi. Pas plus seul, juste vide, comme un auditorium après le départ du public. J'ai fait du café à l'ancienne. Le percolateur a sifflé et crachoté, remplissant la cuisine de cette odeur amère et réconfortante. Debout, en chaussettes, je regardais la vapeur s'enrouler vers les placards que nous avions choisis ensemble des années plus tôt. Diane voulait du blanc, j'avais insisté pour du bois. Le bois, ça dure plus longtemps. Je me suis assis à table avec ma tasse et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ce n'était pas de la rage, ni de la vengeance, pas comme on se l'imagine. C'était un inventaire. J'ai rouvert le dossier cabinet Tellier, cette fois avec un stylo à portée de main. J'ai lu lentement. Date, clause, délai de préavis. Mon propre nom sautait aux yeux, une encre noire et nette, une signature stable et délibérée, comme l'homme qui l'avait apposée. Garantie personnelle, bail du matériel. Garantie personnelle, ligne de crédit professionnel. Garantie personnelle, contrat photocopieur et services informatiques. J'ai expiré et fait rouler mes épaules. Allez Rémi, une chose à la fois. Le premier appel fut pour la société de leasing. Un jeune homme poli a répondu, enjoué, comme s'il n'avait pas encore appris que des conversations professionnelles pouvaient ruiner la journée de quelqu'un. « J'appelle concernant un dossier, ai-je dit. Je suis Rémi Tellier. » Clic de clavier. « Oui, monsieur, en quoi puis-je vous aider ?»« Je me retire de toute garantie personnelle future associée à ce contrat, » ai-je dit d'un ton égal. Conformément à l'article 9, alinéa C, une notification écrite suivra. Il y eut une pause, pas longue, juste assez. « Bien, monsieur, dit-il, je le note. » J'ai raccroché et fixé l'écran un instant, attendant de ressentir quelque chose. Culpabilité, peur, soulagement. Rien n'est venu. Le suivant fut le service de photocopieur, puis le contrat informatique. Chaque appel se ressemblait, calme, professionnel. Je ne criais pas, je ne menaçais pas. Je me retirais, centimètre par centimètre, exactement comme les contrats me le permettaient. La souris a cliqué. Un email de confirmation est apparu, puis un autre. Chaque notification était comme une coupure de papier, petite, nette, précise. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré. Diane. J'ai laissé sonner.
Puis un autre appel, puis un texto. « Rémi, qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai bu une gorgée de café devenu froid. À midi, j'avais envoyé les notifications formelles là où c'était nécessaire et programmé des suivis pour les dossiers qui demandaient du temps. Tout ne pouvait pas être défait en un jour. Ce n'était pas grave, je n'étais pas pressé. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis frotté les yeux. C'est là que le doute s'est insinué. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans le salon. Le fauteuil en cuir a grincé derrière moi. Est-ce que j'allais trop loin ? J'ai pensé à Diane, à 41 ans, assise à cette même table avec une pile de livres de droit, les cheveux en arrière, les yeux brillants d'espoir. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait serré la main quand elle avait enfin réussi son examen. J'ai pris mon téléphone, fait défiler jusqu'à son nom. Puis je l'ai reposé. Il ne s'agissait pas de la punir, il s'agissait de m'empêcher d'être entraîné dans quelque chose que je ne cautionnais plus. Vers 13h, je suis allé à l'amicale des anciens combattants. Elle se trouvait à un coin de rue tranquille, un bâtiment bas et sans prétention. Le drapeau tricolore flottait devant, claquant au vent. À l'intérieur, ça sentait le graillon et le vieux café, familier, honnête. Vincent était déjà là, sirotant sa deuxième tasse et lisant le journal comme si c'était son métier. « Sacrée matinée pour ça », dit-il sans lever les yeux. « Pourquoi donc ?» ai-je demandé en tirant une chaise. « Pour tout ce que tu brasses en ce moment », dit-il en me regardant enfin. « Tu as la tête d'un homme qui réorganise sa vie. » J'ai eu un petit rire. À ce point, il a haussé les épaules. 17 ans de mariage, et soudain tu débarques ici un mardi matin. Je lui ai tout raconté. Pas tout, mais l'essentiel. Il a écouté, hochant lentement la tête, la mâchoire serrée. « Elle a fait ça en public », a-t-il dit quand j'ai fini. J'ai acquiescé. Vincent a bu une longue gorgée de café. Ça, ce n'est pas du business, c'est du théâtre. Je n'essaie pas de la détruire, ai-je précisé. Tant mieux, a-t-il répondu. Parce que c'est comme ça que parlent les salauds. Toi, tu ne détruis rien, tu te mets juste à l'abri de l'explosion. Je fixai le fond de ma tasse. Les gens vont penser que je suis le méchant. C'est déjà ce qu'ils pensent, dit Vincent. Autant être un salaud qui dort sur ses deux oreilles. Nous sommes restés silencieux une minute. Au fond de la salle, quelqu'un riait devant la télé. Au moment de partir, j'ai entendu 2 hommes à la table voisine parler à voix basse. « Elle leur a promis des primes pour Noël », disait l'un. « Un 2e bureau au printemps », répondit l'autre. « Vers la presqu'île ou un truc du genre. » Mon estomac s'est noué. Je suis sorti dans le froid, cette conversation résonnant dans ma tête. Prime, expansion, promesse. De retour dans ma voiture, mon téléphone a encore vibré. Message vocal. La voix de Diane était plus aiguë maintenant. La douceur avait disparu. « Rémi, ça devient sérieux. Tu es en train de jouer avec le gagne-pain des gens, rappelle-moi, maintenant. » J'ai roulé lentement jusqu'à la maison, en pensant à des promesses faites avec de l'argent qui n'était pas seulement le sien. Ce soir-là, un texto de mon avocate est arrivé. Elle a déposé une requête en référé. Attendez-vous à une signification. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je me suis adossé contre, regardant par la fenêtre les arbres dénudés. Voilà, elle n'allait pas discuter, elle allait forcer le passage. Et pour la première fois depuis cette soirée, mes mains se sont mises à trembler. On a frappé juste après la tombée de la nuit. Pas une petite tape polie, ni un toc-toc de voisin. Un coup sec, impatient, qui a fait vibrer la vitre comme s'il exigeait l'obéissance. Dehors, le vent hurlait dans la rue, traînant les feuilles mortes sur le trottoir. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Diane se tenait là, dans un manteau trop fin pour octobre, les joues rougies par le froid et autre chose, la colère, peut-être la peur. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas vraiment une question. Je me suis écarté. « Tu es déjà là ?» Elle est passée devant moi, amenant une rafale d'air froid et de parfums chers dans la maison. Elle a regardé autour d'elle comme si elle inspectait le salon d'un étranger, pas l'endroit où elle avait dormi pendant des années. « Tu es en train de bloquer mes comptes, dit-elle en se tournant vers moi. Tu as la moindre idée de ce que tu fais ? Je suis en train de me débloquer, moi, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a eu un rire bref et sec. Ne joue pas à l'idiot, Rémi. Tu retires les garanties, tu annules les paiements, tu essaies de me ruiner. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre. Tu m'as tendu des papiers de divorce devant une salle pleine de gens, ai-je dit. Tu as appelé ça être professionnel. C'était du business, a-t-elle lâché. Ça aussi. Ses yeux se sont plissés. Tu as toujours eu peur du monde réel. Tu te caches derrière les chiffres. J'ai senti le coup. J'ai passé 30 ans dans le monde réel, et je dis calmement, à faire en sorte que les lumières restent allumées et que les promesses soient tenues. Elle s'est approchée, baissant la voix.
Tu crois que le juge va apprécier? Que le tribunal ne verra pas ton petit jeu? Je peux te rendre la vie très inconfortable. La voilà, la menace déguisée en inquiétude. Tu voulais du professionnalisme? Ai-je dit en la regardant dans les yeux. Je te traite comme n'importe quel partenaire qui aurait changé les termes du contrat sans préavis. Elle a ricané. Ne prétends pas que c'est propre, les gens parlent déjà. Je sais, ai-je dit. Cela l'a fait hésiter. Ils pensent que tu contrôlais tout, ils pensent que j'étais piégé. J'ai fait un geste vague autour de moi. Ça ressemble à du contrôle, ça? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le vent a fait vibrer les fenêtres. Tu vas me coûter mon cabinet, dit-elle finalement, la voix légèrement fêlée. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas du regret, de la lucidité. Je n'ai pas construit ton cabinet, ai-je dit. Je l'ai soutenu. Il y a une différence. Ses yeux ont lancé des éclairs. Il faut toujours que tu aies raison. Non, je lis juste les petites lignes. Elle est restée là, la respiration saccadée, puis a tourné les talons et s'est dirigée vers la porte. Profite bien de ta petite victoire, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini. Quand elle est partie, la maison m'a semblé encore plus froide. Les jours suivants ont été flous. Les amis ont cessé d'appeler. Un couple avec qui nous dînions a annulé pour l'instant. Un homme que je connaissais de la paroisse m'a fait un signe de tête avant de détourner le regard. Et puis, un appel est arrivé. « Monsieur Tellier, c'est Henri Royer. » Je connaissais le nom. Un entrepreneur local, solide réputation. « J'ai engagé le cabinet de votre femme, a-t-il dit. J'espère que ça ne pose pas de problème. » Non, ai-je répondu. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une longue pause. Quelque chose ne tourne pas rond, a-t-il dit. Avec la facturation, avec l'endroit où est passée ma provision sur honoraires. Mon estomac s'est noué. Je ne veux pas de problème, a-t-il ajouté rapidement, mais je ne veux pas être le prochain à se faire avoir non plus. Envoyez-moi ce que vous avez, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai ouvert son email. Facture, date. Une ligne m'a glacé le sang. Virement depuis le compte Carpa en attente. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Il ne s'agissait plus de moi. En fait, il ne s'était jamais agi de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Le fauteuil en cuir grinçait à chaque mouvement. L'email d'Henri Royer était ouvert sur mon ordinateur, brillant dans le noir comme une accusation que je n'avais pas sollicitée. L'argent d'un client n'est pas censé se promener. Il doit rester là, tranquille, comptabilisé. Vers 2 heures du matin, je me suis resservi un café et j'ai relu les factures. Les dates s'alignaient d'une manière qui me serrait la mâchoire. Une provision versée, une promesse faite, un transfert qualifié de « temporaire ». Le temporaire a une drôle de façon de devenir permanent quand personne ne regarde. À l'aube, la décision n'avait rien de spectaculaire, rien de courageux. Elle était inévitable. Je me suis douché, rasé, et j'ai mis une chemise propre, comme si j'allais au travail. Une vieille habitude. Le miroir m'a renvoyé l'image d'un homme fatigué, mais au regard clair. Ça, c'était nouveau. Assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert une page web. Le site de l'Ordre des avocats. Simple, sans fioriture, juste des instructions. Mon doigt a hésité au-dessus de la souris. Ce n'était pas comme retirer une garantie. C'était quelque chose qui pouvait mettre fin à une carrière. J'ai pensé à Diane, tremblant dans cette même cuisine après avoir raté son examen. J'ai pensé à son sourire quand elle l'avait enfin eu. J'ai pensé aux applaudissements le soir de l'inauguration, à leur vacarme quand j'étais sorti. Puis j'ai pensé à Henri et à tous ceux qui viendraient après lui. J'ai cliqué. Je n'ai pas écrit de longs discours, je n'ai pas formulé d'accusations. J'ai joint des documents, j'ai listé des dates, j'ai tapé une seule phrase. Ces documents sont soumis pour examen. Veuillez vérifier de manière indépendante. J'ai cliqué sur « Envoyer ». La pièce m'a semblé plus silencieuse après ça. Plus tard, ce matin-là, je suis allé à l'église. Non pas par ferveur particulière, mais parce que le sous-sol était toujours vide en semaine et que j'avais besoin d'un endroit où m'asseoir qui ne soit pas ma maison. Je me suis assis seul, à regarder mes mains. Je n'ai pas cherché à lui faire du mal, ai-je dit à voix haute à personne. J'ai juste arrêté de l'aider. Le dire à voix haute ne rendait pas les choses plus faciles. Ça les rendait plus vraies. Une semaine plus tard, Diane a annoncé un séminaire juridique gratuit, une opération de communication pour redorer son image. J'ai vu l'affiche à l'épicerie, puis sur le panneau d'affichage de la paroisse. Protégez votre entreprise, ce que vous devez savoir.
Sa photo y figurait, confiante, souriante. Le même sourire que celui qu'elle avait quand elle m'avait tendu cette enveloppe. Je n'avais pas prévu d'y aller. J'y suis allé quand même. La salle paroissiale était pleine. Des commerçants du coin, quelques retraités, des curieux. Diane se tenait près du pupitre, parcourant ses notes. Pour la première fois, elle m'a semblé plus petite, fatiguée. J'ai pris un siège au fond. Une bénévole s'est approchée du micro, rayonnante. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, et en particulier le mari de Diane, Rémi, son plus grand soutien. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Une vague de rire gêné a parcouru la salle. J'ai hoché la tête une fois, sans quitter la scène des yeux. Le visage de Diane a vacillé une fraction de seconde. Puis elle s'est reprise. Elle a commencé son discours, fluide, répété, confiant, parlant de confiance, de transparence, de faire les choses dans les règles de l'art. Un calme étrange s'est emparé de moi. Au milieu de son intervention, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je suis sorti dans le couloir pour répondre. « Monsieur Tellier ?» dit une femme, la voix neutre, prudente. C'est au sujet d'une audience prévue au palais de justice de Lyon, vendredi, 9 heures. Je me suis appuyé contre le mur, les yeux fermés. Compris, ai-je dit. Quand je suis retourné dans la salle, Diane parlait toujours, souriait toujours. Elle n'avait pas encore senti le sol se dérober sous ses pieds. Le vendredi matin était vif et froid. Le genre de froid lyonnais qui semble honnête. Pas de drame, juste la vérité dans l'air. Je me suis garé à 2 rues du tribunal. Le ciel était pâle, presque blanc. À l'intérieur, ça sentait le parquet ciré et le vieux papier. Je me suis assis sur un banc en bois devant la salle d'audience B. Diane est arrivée 10 minutes plus tard. Elle était impeccable. Tailleur bleu marine, chignon parfait. Ses yeux m'ont trouvé presque immédiatement. Ils ne se sont pas adoucis cette fois. Ils ont cherché. Elle s'est assise de l'autre côté du hall, une jeune avocate à ses côtés. Quand le greffier a ouvert la porte et appelé l'affaire, le couloir est devenu silencieux. À l'intérieur, la salle était plus petite que prévu. Des boiseries, le sceau de la République derrière le siège du juge et une poignée d'observateurs. Un journaliste, un homme que j'ai reconnu plus tard comme étant Henri Royer. Diane a pris sa place à la table des avocats. Je me suis assis au fond. L'audience a commencé, lentement, méthodiquement. Puis les questions ont fusé. « Maître Tellier », a dit le juge, calme comme un bibliothécaire. « Pouvez-vous nous expliquer la gestion des fonds de vos clients référencés dans ces documents ?» Diane a souri, un sourire professionnel, poli. « Bien sûr, dit-elle, il semble y avoir un malentendu. » Elle a expliqué avec assurance, utilisant des mots comme « temporaire »,« délai administratif »,« pratique courante ». Je regardais ses mains. Elles tremblaient quand elle tournait une page. Le juge hochait la tête, posant des questions de plus en plus précises. Des dates ont été lues à voix haute, des montants, des numéros de compte. La salle est devenue très silencieuse. Les réponses de Diane ont commencé à changer, subtilement. Puis, quelque chose que je n'avais pas prévu s'est produit. L'une des collaboratrices de Diane, une jeune femme que j'avais vue à la soirée d'inauguration, s'est levée. « Puis-je prendre la parole ?» a-t-elle demandé. Le juge, surpris, a acquiescé. Elle a dégluti difficilement. « On nous avait promis des primes, a-t-elle dit, que des fonds avaient été déplacés temporairement. J'ai posé des questions sur les salaires la semaine dernière et on m'a dit de ne pas m'inquiéter. » Diane s'est tournée vers elle, les yeux écarquillés. « Vous ne comprenez pas. » Le juge a levé la main. « Maître Tellier, s'il vous plaît. » La jeune femme s'est rassise, le visage rouge, les mains tremblantes. Et c'était tout. Pas de cris, pas d'accusations lancées à travers la salle. Juste le son feutré d'une certitude qui s'installait. Le juge a repris la parole, d'une voix égale. Compte tenu des incohérences présentées aujourd'hui, le tribunal ordonne un examen immédiat et des mesures conservatoires dans l'attente d'une enquête approfondie. Les épaules de Diane se sont affaissées. Elle s'est retournée et m'a regardé. Une seconde, nos regards se sont croisés. Je n'ai pas souri, je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas détourné les yeux. Je l'ai vue à cet instant. Pas de la colère, pas de la haine, la compréhension. Elle voyait enfin ce qu'elle avait fait. À la levée de l'audience, les gens se sont levés lentement. Le journaliste griffonnait des notes. Henri m'a adressé un petit signe de tête reconnaissant. Je me suis dirigé vers la porte. C'est là qu'un homme en uniforme s'est mis sur mon chemin. « Monsieur Tellier ?»
Oui, une signification pour vous. Il m'a tendu une enveloppe. Je l'ai prise, l'ai remercié, et je suis sorti dans le froid. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Assis dans ma voiture, j'ai regardé les gens aller et venir sur les marches du palais. Quand je l'ai finalement ouverte, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. D'autres requêtes, d'autres papiers, d'autres tentatives pour me ramener dans un combat que je ne voulais plus mener. Je les pliais soigneusement et les glissais dans la boîte à gants. Ce soir-là, la maison semblait différente, paisible, comme la poussière qui retombe après une tempête. Je me suis fait un dîner simple. Dehors, le vent s'était calmé. On a frappé à la porte, plus doucement cette fois. Diane se tenait sur le perron, les bras croisés, les cheveux défaits autour de son visage. Pas de maquillage, pas de performance. Juste une femme à court d'applaudissements. « Je ne reste pas longtemps, dit-elle. »« Très bien, ai-je répondu en m'écartant. Elle est restée près de la porte, le regard parcourant la pièce familière comme si elle la voyait pour la première fois. « Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, dit-elle doucement. Je sais. » Elle a dégluti. Je me suis laissé emporter. Le cabinet, l'image, tout le monde qui attendait de moi que je sois plus. Je me suis adossé au mur. Lyon n'est pas si grande, Diane, et les gens ont de la mémoire. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? J'ai rencontré son regard. Je l'ai fait. Tu n'entendais simplement rien sous les applaudissements. Elle a baissé les yeux alors, vraiment baissé les yeux. Je croyais que tu voulais me détruire. Non, j'ai juste arrêté de tout porter. Un long silence s'est installé entre nous. J'ai appris plus tard qu'une partie des fonds détournés avait servi à couvrir un prêt personnel qu'elle avait contracté pour investir dans une start-up qui venait de faire faillite. L'argent n'était pas juste parti en fumée, il avait servi à combler un gouffre. Elle a regardé par la fenêtre de l'entrée, vers la rue sombre. « Je ne te déteste pas. »« Je ne te déteste pas non plus, ai-je dit. » Et c'était la vérité. Elle a reculé sur le perron, l'air froid s'engouffrant entre nous une dernière fois. « Prends soin de toi, Rémi. »« Toi aussi, ai-je répondu. » Quand la porte s'est refermée, je ne l'ai pas verrouillée tout de suite. Je suis resté là, à écouter la maison respirer. Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont apaisées. Le divorce a avancé tranquillement. J'ai recommencé à aller à l'amicale le samedi. Vincent me gardait une place sans dire un mot. J'ai aidé un jeune à comprendre son premier investissement. J'ai pris l'habitude de marcher le matin, quand le givre était encore sur l'herbe. La vie n'est pas devenue plus bruyante, elle est devenue plus claire. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. Une chose qu'il m'a fallu 56 ans pour comprendre. La force n'élève pas la voix. Elle lit les petites lignes. Elle sait quand se retirer et elle a confiance que la vérité, avec le temps, finit toujours par se révéler, exactement là où on l'attend.